Vous savez, je prends pas beaucoup de vacances parce que je me suis rendu compte que d'un point de vue mental, psychologique, les vacances c'est mauvais pour moi parce que j'ai beaucoup de temps pour ruminer et penser à d'autres trucs. Et j'ai pris, pas la semaine dernière mais celle d'avant, une full semaine à rien faire. Ce qui a été un très mauvais calcul. Mais je m'étais dit, au pire, moindre moment où il y a un truc, tu vois, tu casses tes vacances, un peu comme Léon qu'on sort toujours de ses putains de vacances, t'arrives, tu fais bon, blablabla. Mais il y avait que des rumeurs, il y avait rien de tangible, rien d'agréable. Et autant j'aime, comme tout à chacun, spéculer, autant faire un garage talk sans prix de rien, tu vois, c'est chiant. Du coup, j'ai rien foutu de la semaine, j'ai ruminé, et puis je suis sorti du lit et je me suis mis à travailler sur une chronique ciné que je vous avais promis il y a un bout de temps, celle sur Driven. Non, bon, ça change rien, je pleure parce que tu me traites aussi mal que tu conduis. Alors déjà, c'est pas vrai. Si, c'est vrai d'abord, si, c'est vrai Non, t'es une menteuse! Et pendant tout le travail là-dessus, tu vois, rien du tout, rien d'intéressant, rien d'important. Par contre, une soirée, je vais à une soirée où je suis pas chez moi, où je monte sur Paname, encore merci le sponsor pour les travaux. Et le lendemain, en rentrant de cette soirée, après une nuit de péripéties que même pas j'en raconte, c'était un bordel. Quand je rentre et que je fais ma meilleure imitation de Clodo dans la gare, qu'est-ce que j'entends pas? Bon, bah disons qu'avec ça, en plus de toutes les rumeurs d'avant, qu'apparemment il faut que j'en parle, parce que sinon je perds en pertinence, oh là là. Disons qu'il y a un épisode à sortir pour vous faire patienter, pour sortir la chronique signée sur Driven, qui, je l'espère, devrait sortir en fin de semaine. Ça, je débute semaine prochaine. De toute façon, j'ai intérêt, parce que sinon j'ai pas beaucoup de vidéos pour ce mois-ci. Et avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le code CLIPPY chez Oli Energy pour 10% de réduction. C'est de loin ceux qui marchent le plus. En plus, vous avez sûrement vu qu'il y a du nouveau si vous suivez leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous suivez leurs réseaux sociaux, vous allez sûrement me voir dessus. Si vous voulez ni gourde ni poudre, ni sirop, le Super Thanks existe. Sinon, si vous êtes sur téléphone portable, mobile, GSM, vous pouvez booster la vidéo, mais rien que votre présence ici est suffisante. Le fait d'être là, de liker, de commenter, de vous abonner, putain, abonnez-vous en masse, comme ça on peut être 10 000 milliards, et puis à la fin, on domine le monde. Ça aide énormément. Je vous le dis tout le temps, mais les temps sont troubles, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Sans plus de salam alek commercial, bienvenue dans Garage Talks. Pas une Richard Mille, avant qu'on... T'es mal la Richard Mille de qualité. Oh, il manque une vis et c'est complètement du plastique. Mais bon, j'ai eu pour 5 €, donc bon, on va pas se plaindre. Hein. Nous sommes, mesdames, messieurs, tout ce qu'il y a entre les deux, au pic de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est censé descendre. Ce règlement, un règlement qui marche pas, est un règlement qui a demandé des centaines, que dis-je, des milliers d'heures de travail acharné pour sa mise au point. Et c'était, avant même les premiers tours de roue, un règlement sur lequel tout le monde avait un avis. Soit-il négatif, parce que hybride pas bien, ou soit-il positif, parce que non, mais rappelez-vous en 2014, parce que moi je suis là depuis 2014, tout le monde aussi criait, comme quoi ça allait être... horrible. Et au final, c'était pas si mal. C'est vrai qu'au final, c'était totalement similaire, puisqu'on avait donc un manufacturier moteur qui était tête et épaule devant les autres, et dont l'équipe usine était aura et énergie karmique devant les autres, et pouvait foutre quoi, une trentaine de secondes en 15 tours après un restart safety car. Bref, ça nous rappelle absolument rien qui se passe actuellement. Et puis ensuite, on a eu les premiers essais, et là, c'était incroyable parce que plus personne se sentait pissé. Hein. C'est-à-dire que tout le monde voyait ce qu'il voulait y voir. Et comme ce genre de truc là, les opinions sur internet, c'est souvent genre dans des echo chambers, des caisses de résonance qu'on les a. C'est-à-dire qu'on suit des gens sur Twitter qui sont d'accord avec nous, et du coup on se branle tous en cercle et est très content d'avoir le même avis. Oui, Leclerc il sourit, ça veut dire que c'est bon, et c'est leur année. Aïe! Et aujourd'hui, comme justement les choses sont globalement négatives, hein, on a un camp qui se sent vindiqué et qui est pas tout à fait sûr de pourquoi, parce qu'ils avaient aucune putain de raison valable d'être sûrs avant qu'on voit les voitures rouler, même pas en essai, hein, mais genre avant qu'on les voit rouler en course. Et on a l'autre camp qui défend bec et ongle un règlement qui marche pas, que ce soit de bonne ou de mauvaise foi, parce qu'il y a plus de dépassement. Et la vérité, comme d'habitude, Agent Scully est un peu entre les deux, hein, concept de nuance, tout ça. Je repose des mots là-dessus, parce que je sais que vous regardez pas tous les Garage Talks dans l'ordre, malgré l'œuvre cinématographique majeure que c'est. Sentez l'ironie dans ma voix. La course n'est pas meilleure qu'avant, c'est quelque chose que je peux dire en toute objectivité, et ce que je peux rajouter en toute objectivité par-dessus, c'est qu'elle est par contre bien plus divertissante qu'avant. Et si vous voyez pas la diff entre les deux, c'est peut-être encore plus qu'il faut insister sur le concept de nuance. C'est dit en toute sympathie. Pour faire simple, hein, le divertissement n'est pas représentatif de la qualité de la course. Bon, si tout n'est pas à jeter, hein, il est clair qu'il y a des gens qui apprécient ce qui se passe, il est tout aussi clair que le règlement pose plein de problèmes, notamment au niveau des pilotes qui, pour une fois, passent pas juste leur temps à se plaindre parce que gneu c'est différent et ça m'emmerde, mais se plaignent pour des raisons qui sont légitimes et même dangereuses. Quand on entend Norris nous dire qu'il voulait pas doubler, mais qu'il était obligé de passer Hamilton parce que, comme il avait
lift quelque part sur le circuit et que la voiture s'y attendait pas, ça l'a mis dans un autre mode que celui qu'il voulait, parce que c'est apparemment semi-automatique. Je dis semi parce que je suppose qu'ils peuvent décider de changer le mode, mais ça doit pas être aussi simple que ça. Et du coup, qu'il était obligé de passer à Hamilton parce que sinon sa batterie allait se vider quoi qu'il arrive. Si le pilote n'a pas la main sur ses propres décisions et qu'il devient passager, c'est un problème. Russell qui n'avance pas, on sait pas pourquoi. C'est parce que Bro avait passé une vitesse et appuyé sur un bouton en même temps, ce qui l'a fait changer de mode, et il était en mode super clipping à un endroit où il devait pas l'être. Moi sur mon téléphone, quand j'appuie sur deux boutons, ça fait juste un screenshot. Puis on a aussi le fait que les qualifs ne soient plus un point aussi phénoménal dans le week-end. On se fait pour ainsi dire chier parce que les tours sont pas roulés à la limite du raisonnable et du grip. Non, tout est dans la gestion. Un peu de lift ici, un peu de lift par là pour altérer ce résultat de presque une demi-seconde, comme Piastri l'a dit lui-même. S'il rentre fort dans les virages, alors il est pénalisé en ligne droite. Il va à l'encontre de quasiment tout le sport auto, quoi. À part la Shell Eco Race, à la limite. Je crois que ça s'appelle encore comme ça. Peut-être que ça n'existe plus, en fait. Comme en plus cette gestion de l'énergie a l'air très automatisée, les pilotes sont trop souvent laissés face au fait accompli et ça crée des situations dangereuses, comme au Japon, il y a 2 semaines de ça. C'est marrant parce que vous commencez à me connaître. Moi, il y a un truc qui me débecte, c'est que les gens fassent chier d'autres gens. Parce que quand ils jouent à insérer jeu de course ici, ils roulent avec les aides. Ce qui est marrant, c'est que les aides ont été bannies en Formule 1 en 2008 pour que les pilotes soient clairement, vraiment le différenciateur soit aux commandes de leur voiture. Il y a eu des bans avant 2008, mais la FIA pouvait pas les enforcer et c'est avec l'arrivée d'un ECU unique qui, je crois, a été développé par McLaren qu'ils ont pu, du coup, vraiment polisser ce problème-là en 2008. Voilà. Mais avant ça, s'ils roulaient avec les assists, les pilotes de Formule 1, je suppose que c'est parce que c'est pas des vrais pilotes, exactement à l'inverse de Dark Theo du 88, qui lui, même en GT3 sur LMU, roule sans assist, lâche rien. Bref, vitriol personnel mis de côté, ça paraît assez lointain quand même, ces histoires de... Non, mais on veut que ce soit les pilotes qui soient aux commandes si maintenant, genre, même le mode dans lequel la batterie est pas réellement un truc dont le pilote a le droit de décider. Genre, je veux dire, ça veut dire que j'ai plus de contrôle sur la bagnole dans Formula One 2018, quoi. Regardez déjà, mis de côté, aujourd'hui c'est formel, la FIA planche sur des solutions. À court terme, bien sûr, mais aussi à long terme. Et je veux parler de la solution à long terme en premier, parce que c'est la plus intéressante, et aussi parce que, advienne que pourra de mon watch time, vous resterez si vous resterez, mais oui, tu es en train de bander à chaudes larmes. Le retour annoncé au V8, c'est une rumeur, et c'est une rumeur que je vais devoir nuancer tout de suite parce que ce sera pas ce V8 qui fait ce bruit-là. C'est une piste évoquée, premièrement, et ce sera très certainement un V8 turbo avec une hybridation quelconque. On entend parler de 5% d'hybridation, qui pourrait contenter certains manufacturiers, et de 30% pour d'autres. C'est fou qu'après 10 ans de V6 turbo, une technologie chère qui a aliéné beaucoup de manufacturiers privés, shout out Cosworth d'avoir carry en Formule 1 pendant des piges et des piges pour se faire voler tout leur héritage par une société bancaire et se faire niquer à la seconde où la FIA a dit non mais l'hybride c'est vachement bien. 10 ans à faire exploser des compteurs au niveau de la recherche et développement alors que le prix de tout augmente tout le temps. 10 ans à nous parler de pertinence pour le marché civil. Après tout ce temps, la FIA et la FOM envisagent un retour au V8 turbo hybride. Ce qui peut être cool, genre la TSO 30, je crois que c'est celle-là. La Toyota qui marquait le retour de Toyota en endurance. Il me semble que c'est un V8 turbo hybride. Peut-être je me trompe. Auquel cas, Clippy du montage, tu n'hésites pas. Eh bien, mon cher Clippy face caméra, figure-toi qu'il s'agit bien d'un V8 hybride, oui, mais pas turbo. Il était normally aspirated ou atmosphérique, comme on dit dans notre belle France. Voilà, donc t'as encore dit de la merde. Mais si les V8 proposés sont simples, en phase sur le mot simple, c'est peut-être la meilleure solution pour conjuguer les envies des fans hardcore, et tu peux être certain que la FIA va se planquer derrière le oui, on vous a écouté, alors que c'est pas du tout pour ça qu'il le ferait. Les préférences des comptables des constructeurs qui préféreraient des moteurs plus simples et donc moins cher, et aussi refermer les écarts parce qu'il y a moins de raisons, de chances de se casser dramatiquement la gueule à la conception du moteur qu'en 2014 ou Big 2026 vu la complexité des deux moteurs susnommés. Rappelez-vous que quand l'ère du V8 commence vraiment, et je considère que c'est genre en 2007 parce qu'en 2006 on a encore la Toro Rosso avec le V10 bridé là, et genre les 4 premières années de l'ère V8 on a 4 champions du monde différents, 3 manufacturiers moteurs différents champions. Un V8 en termes de complexité, pardon, un V8 normal, pas
hybridé, pas turbaloïdé, infiniment plus simple à manufacturer, à concevoir qu'un putain de V6 turbo-hybride, que ce soit ceux qu'on a maintenant ou ceux qu'on a eu le règlement juste avant. Ça peut ramener des constructeurs de moteurs privés dans le game, donc ça peut préserver la FIA et la FOM le jour où, inexorablement, les manufacturiers, genre les gros, genre Audi, genre Mercedes ou qui tu veux, Honda, vont encore se barrer, mais je pense même pas que ce soit ce qui se passe dans la tête de la FOM en fait actuellement. Je pense pas qu'ils écoutent les fans et qu'ils nous donnent ce qu'on veut, genre vraiment pas. Je suis navré de vous le dire, on n'aura jamais l'impact qu'on croit avoir, hein. C'est pas en manifestant nos griefs sur Twitter, ou c'est même pas avec la perte d'audimat des fans vraiment hardcore, si quoi que ce soit c'est en partie attendu et pas si dramatique que ça pour la FOM, en tout cas pas au point où elle va nous donner ce qu'on veut. Ils vont servir évidemment de nous comme, comment dire, ils vont se servir de cet angle-là pour dire on vous a écouté. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Parce que si c'était tout à fait vrai, on serait pas en train d'imposer un V8 turbo hybride. Si c'était vrai, on parlerait d'architecture libre et de moteur atmosphérique et peut-être une limite de consommation plus que de chevaux. Oh. Non, là, ce qui a changé la donne, c'est les carburants neutres au carbone, en fait. Et les manufacturiers, en fait, si vous voulez, ils veulent pas entendre parler de moteurs haute performance qui n'ont pas de pertinence dans le civil. Que ce soit pour le côté laboratoire ou les retombées marketing, si vous voulez qu'un manufacturier soit intéressé, faut que le projet soit pertinent et aligné avec le marketing et recherche et développement de la marque. De nos jours, hein, la gloire, ça fait plus vendre grand chose. Hein. L'adage Whatever wins on Sunday sells on Monday, qui était genre un truc que j'utilisais toutes les 2 vidéos il y a littéralement 1 an et demi, 2 ans. Non, ma gueule, aujourd'hui, Whatever wins on Sunday is not even on the front page of l'équipe. Et ça fait chier. Ah non, il faut qu'on parle de... Regarde, il y a le FC Nantes qui se font reléguer en Régional 5. Beaucoup de gens qui aujourd'hui commencent à avoir l'âge pour passer le permis s'intéressent pas à la bagnole comme vous et moi. Généralement, si vous regardez cette vidéo, ils s'intéressent à tout ce qui est nouveau dans le monde de l'automobile et qui va faciliter la conduite, parce que c'est une tâche mondaine, répétitive, qui, pour le commun des gens, est un truc, genre, qui est pas cool, en fait. Genre, ils se branlent complètement du pédigré de la marque. Ils se foutent allègrement du 0 à 100 de la voiture. Et ce qui les intéresse, c'est combien de range ils peuvent avoir avec un plein ou avec une charge. Et leur sensibilité marketing, elle sera surtout alignée là-dessus. Oui, d'accord. Il y a encore des gens qui achètent leur voiture par passion. On est d'accord. Et ces gens-là seront peut-être sensibles au marketing et à la gloire engrangée le dimanche. Mais la majorité des ventes, c'est pas ça du tout. Honda, notamment, est revenu parce que le nouveau règlement faisait la part belle à l'électrification. Parce que c'est pertinent avec leur line-up route. Ça veut dire que si demain, on revient full atmo, Honda a pas de justification pour être là. Et je suis certain que les gens qui travaillent sur les moteurs Formule 1 vont tout faire pour rester. Mais je suis certain que le board corporate pourra pas greenlighter des dépenses aussi énormes qu'en Formule 1 si ça s'aligne pas sur leur objectif et leur marketing. Et donc ils vont nous refaire une 4e ou 5e sortie à l'anglaise. Audi, ils sont là parce que le règlement fait la part belle à l'électrification. Et comme c'était une nouvelle équipe et qu'ils arrivaient de nulle part, hein, basiquement qu'ils ont dû racheter plein de locaux, ils ont aussi dû investir dans une infrastructure moteur qui est en Allemagne. Et que ce soit dans la construction, la conception de leurs locaux ou même genre l'embauche, l'électrification moteur était au cœur de la strate. Ils ont construit leur plan autour de ça. Tu leur enlèves ça maintenant, ils vont péter un boulard, ils vont se barrer et c'est pas négociable. Et c'est pour ça que les moteurs qui suivront, donc V8 turbo si on en croit la rumeur, ils seront à 100% hybridés. Reste à voir, c'est quoi le niveau d'agressivité de l'hybridation. Que bon, mon pari à moi, je dis mon pari à moi. Ce que j'aimerais voir, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un système genre comme le Kers à l'époque. C'est-à-dire, c'est une hybridation qui est légère, qui devrait pas être très dure à intégrer et éventuellement qui pourrait être genre un module qui pourrait être vendu à des équipes en mode client. Genre, pourrait runner pas un V8 Renault, un homme peut espérer. Pourrait runner un V8 Renault, mais qu'aurait un système Kers Audi. Non, j'en demande trop. Ouais, c'est Clippy du montage. Clippy face caméra, il était très fatigué et c'était pas très clair comme section, donc je vais uniformiser tout ça. Le règlement 2026, il a été drafté dès 2020 et c'était après un petit push politique Mercedes. Comme quoi, à chaque fois que Mercedes domine une réglementation moteur, ils ont la main dedans. Hein. Commencez pas Mercedes, ils trichent. Ils mènent juste très bien leur barque. Et ça vient d'un fan Red Bull Racing et Aston Martin. Oui, nous existons, oui. Et en 2020, Mercedes n'est pas là juste pour demander à la FIA de faire un règlement moteur qu'ils peuvent dominer, mais surtout un règlement moteur qui a plus de pertinence dans le marché civil. Sauf que le marché civil en question, ou la projection du marché civil à l'époque, elle est totalement différente de ce que deviendra le marché civil en 2026. Il y a pas mal d'attentes qui ont été temporisées, voire même revues à la baisse, que ce soit par des instances au pouvoir ou par des constructeurs eux-mêmes, un truc dont j'ai parlé il y a 1 ou 2 vidéos, donc je vais pas tout réétaler maintenant. Mais en plus de tout ça, on a maintenant
maintenant les carburants neutres en carbone de synthèse qui commencent à pointer le bout de leur nez et qui coûtent excessivement cher maintenant, mais c'est justement là que le côté laboratoire de la Formule 1 est intéressant. Et si la FIA arrivait à nous pondre un règlement technique qui soit relativement intéressant, donc avec quand même un petit peu d'hybridation, parce que à votre grande dame, je pense que l'ELEC est fait pour rester. Je pense pas que ce soit un substitut total aux voitures thermiques, mais je pense que l'ELEC a quand même sa place sur le marché et qu'elle va l'avoir pendant un moment, et je pense qu'effectivement c'est pour ça que les constructeurs vont quand même vouloir d'une hybridation quelconque. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si la FIA arrive à cocher toutes les cases en faisant un V8 qui fasse suffisamment de bruit pour le public, que ces moteurs soient hybrides mais juste assez pour que les constructeurs y voient un intérêt sans pour autant coûter trop cher, on pourrait avoir des marques qui arriveraient à justifier leur présence juste parce que c'est beaucoup moins cher. Si je reprends l'exemple d'Honda, qui est revenu parce que le nouveau règlement faisait la part belle à l'électrification, mettons qu'ils dépensent 126 millions annuels dans leur programme moteur, et que la seule justification au niveau du board, c'est oui, mais c'est de l'hybride, donc c'est pertinent pour nous. Peut-être qu'on peut réduire les coûts à, allez, folie douce, 20 millions, et parce que c'est beaucoup moins d'argent, c'est quand même justifiable malgré des retombées dans le domaine électrique qui seront sûrement moins intéressantes pour le board exécutif. Ça peut aussi réattirer des privés, SO Cosworth, voire même une dernière équipe sur la grille, parce que je crois qu'on est limité à 24, du coup, avec les derniers accords de Concorde. Mais ce serait du coup pas BYD, pour le coup, parce que ça aussi, c'était une rumeur qui avait été abordée, c'est quelque chose qu'on a entendu, BYD qui serait en train de chercher à venir en Formule 1. Bon, déjà, eux, ils ont l'air de vouloir racheter Alpine ou Aston Martin. Mais je pense plus sur Alpine quand même, parce que Alpine, ils ont Skyback suffisamment pour que ce soit facile de les racheter. Là où Aston, je serais très surpris qu'ils vendent maintenant. Mais le truc, c'est que si on va vers un split élec thermique qui donne beaucoup plus de trip au thermique, BYD, ils vont pas vouloir arrêter parce que eux, ils font que de l'élec dans le civil. Peut-être je me trompe, mais ils ont pas de thermique BYD, hein, dites-le moi en commentaire. Donc je vois mal un manufacturier qui, à ma connaissance, est 100% élec, débarquer en mode oui, bon, on a une équipe de Formule 1 avec des moteurs qui sont pas les nôtres et une électrification qui est pas la nôtre non plus. Quoique, ça leur permettra de perdre pour moins cher s'ils rachètent Alpine, on est sur la même lancée. Après, on peut voir la chose à l'envers aussi, et si BYD effectivement débarque, le règlement technique qui suit sera dramatiquement altéré, parce que Ben Sulayem l'a dit, parce que Dominique Ali l'a dit, le marché chinois est giga important pour eux, et je mets ma main à couper qu'un BYD ou un Xiaomi ou n'importe quelle marque avec des véhicules électriques chinois veut arriver en tant que constructeur en Formule 1, ils vont courber les chines à un point, mais ils vont se faire péter les lombaires, parce que c'est important pour eux, parce que c'est du good business, paraît-il. Donc, on pourra avoir un règlement moins orienté thermique si BYD arrivait à finaliser quelque chose pendant ce règlement actuellement, là tout de suite maintenant qui se passe, donc entre 2026 et 2030 au plus tôt. Rien de tout ce que j'ai dit là plus haut n'est tangible. Je vous ai fait perdre, alors moi j'ai 23 minutes de rush que pour cette séquence-là. C'est beaucoup. Je vous ai fait perdre un temps fou, parce que là on spécule, on parle de rumeurs. Ça reste intéressant quand même, et moi je veux votre avis. Ça, sans déconner, ça m'intéresse. Vous feriez quoi pour le futur de la Formule 1 en étant raisonnable? Me dites pas V12 Atmo pour tout le monde avec du NOS. C'est super comme idée, mais soyez raisonnable. Mais il y a d'autres trucs à dire, notamment sur ce qui est envisagé à court terme. Je suis en train de me dire, la première section, elle est putain de longue, hein. Genre, j'avais pas l'impression qu'elle était longue comme ça. Bon, la première chose qui est certaine pour la FIA, c'est qu'ils veulent ajuster le super clipping. Si quoi que ce soit, s'il y a qu'un seul truc tangible qui sort de leur discussion à la con, c'est censé être ça. Quand je dis ajuster super clipping, ce que je devrais dire, c'est ajuster la quantité d'énergie rechargeable en super clippant. Je viens de me rendre compte à quel point j'ai pas envie d'en parler. En gros, actuellement, on peut recharger 250 kW. Ce qui reste 100 kW de moins que quand tu juste lift and coast, ou LICO pour traumatiser mes potos tifosi. S'il était possible d'ajuster le super clipping pour qu'il soit supérieur ou équivalent au lift and coast, alors du coup, on annule un peu l'efficacité du lift and coast, ce qui veut dire que on s'enlève la plus grosse épine du pied pour le reste de la saison, c'est la gestion de la sécurité. Parce que les vitesses de rapprochement, tout ça, tu vas beaucoup plus lentement quand tu lift and coast que quand tu super clip. Et je peux comprendre le bail. Pour beaucoup, y compris pour moi, ça reste de la bétadine sur de la gangrène. Il y a aussi une solution toute bête qui a déjà été abordée par plein de gens, y compris moi, et j'ai été corrigé. Augmenter la puissance du moteur thermique. Parce que du coup, pour ce faire, on pourrait juste ajuster la limite du flux d'essence. Mais, si vous suivez la chaîne, je vous l'ai déjà dit, parce que justement j'avais été corrigé, c'est pas aussi simple que ça. Moteur thermique au sein de ces power units là, il a été prévu et designé pour ce règlement
technique là. C'est un règlement qui lui demande de sortir 55% de toute la puissance en fait. Et si on augmente la charge de travail du moteur thermique, on s'ouvre la porte à plein de problèmes de fiabilité parce qu'il n'a pas été prévu pour fournir 60 ou 70% de la puissance. Et adieu ou pas, aucun manufacturier n'a les ressources pour se concentrer là-dessus cette année. Donc ça, si c'est pas complètement con, et c'est ce que je pense on va voir à moyen terme, c'est pas avant l'année prochaine au plus tôt. Et je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va finir. Je pense que cette année on va avoir une solution pansement, celle dont on va parler tout de suite là maintenant, mais que ça là, passer à 60 ou 70 ce serait trop, 60-65% de puissance qui vient du moteur thermique, je pense que c'est le plus probable pour 2027. Parce que l'autre solution qui elle à court terme est beaucoup plus réalisable, c'est un ajustement de la puissance des voitures vers le bas. Et l'autre solution qui est un peu adjacente à ça, c'est une rampe de... comment dire ça ? Une rampe de diffusion de la puissance qui soit plus agressive. Ou qui rend le moteur moins agressif avec sa sortie de l'énergie. Vous vous rendez compte à quel point c'est casse-couille qu'on a ce genre de discussion. Moi, mon travail, c'est la vulga, d'accord ? À part être vulgaire tout court, quand je suis obligé de me fader ces putains de trucs techniques pour vous les traduire dans des termes qui vous font comprendre basiquement ce qui se passe, sans en extra... je sors de vacances et j'ai déjà besoin d'en reprendre. En gros, imaginez un nivellement des puissances des voitures vers le bas. La première fois que j'avais vu ça, c'était un mec sur Assetto Corsa qui avait fait ça sur Twitter. Il avait en gros baissé dramatiquement la régène et le déploiement et qu'il avait passé, donc elle était à 9 mégajoules par exemple à Suzuka, et qu'il l'avait passé à 5. Histoire que sa réplique soit autorisée en CQB, je suppose. Et apparemment, la FIA est en train de se demander si justement c'est pas le mieux à faire. Parce que le problème, c'est que les voitures ont finalement trop de puissance sa mère au même endroit et plus rien après. Et si la distribution de cette puissance était plus smooth, délicate, lisse, bref, vous avez compris, si on prévoit une rampe de puissance, ou s'il y a tout simplement moins de puissance, donc on passe à 5 mégajoules par exemple, on peut exploiter sur toute la ligne droite plutôt que 50% de cette dernière. On retrouverait donc des tours qualifs où on aurait moins de batterie à sec, plus de pilotage à la limite, et aussi, vu qu'on aurait moins de puissance à régène, on pourrait la régène au freinage, donc on n'aurait plus besoin de lift, et peut-être plus grand super clipping non plus. Par contre, la conséquence de ça, c'est des voitures beaucoup moins rapides, parce qu'on perdrait 2 secondes ou plus. Et tu sais quoi ? Je m'en bats les couilles. Parce que la perf pure, ça ne se voit pas à la télé. C'est un truc, j'ai déjà essayé de m'exprimer là-dessus plus d'une fois, et j'ai été retagué sur genre plein d'autres posts derrière, parce qu'il y a des gens qui sont turbo cons et qui font pas attention aux mots. Et là, je vais faire très très gaffe. Passer un certain seuil de performance, donc une fois qu'on n'est pas en train de regarder des courses de patent Motorwagen, une fois que la barre minimale est passée, le spectateur, excepté quand il regarde le chrono, va pas se rendre compte plus que ça de la perf des voitures. Oui, effectivement, on voit que de la LMP2, ça va plus vite que de la Clio Cup. Mais si là, les Formule 1 perdent 2 secondes de plus, c'est pas grand-chose. Parce que ça, là, est-ce que c'était assez rapide pour vous ? Ouais, la FOM va me taper, je sais. C'était assez rapide, ça ? Voilà. Si vous rajoutez 2 secondes à la pole d'Antonelli, c'est la pole de Seb en 2010. Pas entendu grand monde se plaindre qu'en 2010, les perfs étaient trop basses. Aussi, les LMP2, les hypercars, ce sont des catégories de le GT3, c'est des catégories de bagnoles qui sont sensiblement plus lentes que de la Formule 1. Pourtant, dans ces catégories, la qualité de la course est souvent très bonne. D'ailleurs, un clip sur eux, sur GT3 que je vois, c'est absolument lunaire. Genre, mériterait que vous vous y intéressiez. Je suis encore en train de me perdre dans un script qui est trop décousu. En gros, là où j'essaie d'aller, c'est que si les voitures sont plus lentes, mais poussées à balle tous les tours, ce sera systématiquement plus intéressant que des voitures très rapides qui, pour l'instant, sont sous conduite. On retrouverait ce qui fait que la qualif est une épreuve intéressante. Et si on perdra, il y a de très fortes chances qu'on perde le divertissement actuel en piste, on retrouvera une vraie qualité de course avec des dépassements qui sont pas involontaires. Rien n'est sûr, bien sûr, absolument rien, mais je suis là aussi curieux d'avoir votre avis sur la question. Vous en auriez quelque chose à foutre qu'on perde 2 secondes de plus, mais qu'on retrouve genre une course qui veut dire quelque chose pour la majorité des fans hardcore qui ne voient plus, qui ont mal à leur Formule 1. Mais ça va s'en faire péter le crâne. Je vais le dire d'avance, je suis désolé du rythme ou de la quantité d'infos que je skip pour parler des moteurs, c'est juste que c'est très dur de rendre ça à la fois divertissant, compréhensif. Je vous rappelle aussi, je suis un one-man show, je fais tout seul, et j'essaye de pas passer plus d'une journée entière sur un script, donc voilà. S'il y a des problèmes, s'il y a des fautes, s'il y a des trucs qui ont été genre dramatiquement mal dits, je les adresserai la prochaine fois, promis. Mais ouais, si vous avez une solution pour cette année, si vous pouvez trouver un moyen de faire tout fonctionner pour pas très cher, allez voir la FOM et la FIA, parce qu'ils vont vous donner plein d'argent en échange, je pense. Parce que moi là, accepter aller faire un tour en GT3 comme Verstappen ou Stroll, je vois pas quoi faire. Stroll qui d'ailleurs se fait comme d'habitude chier dessus allègrement, ce qui prouve que vous regardez pas les courses.
ce qui prouve que beaucoup de gens qui lui chient dessus parce que c'est une cible facile. J'ai grave la flemme d'aborder le truc parce que comme d'habitude je vais faire gaffe à mes mots et il y a quelqu'un qui va rien capter, me péter un pavé parce que j'ai offensé sa grand-tante. Donc bon, à un moment on va passer à la suite, hein, parce qu'il y a une info tangible dans tout ce bordel. Giampiero Rambia, c'est l'ingé de Verstappen, la machine à sarcasme dans l'oreille du néerlandais. L'actuel head of racing Red Bull Racing va quitter Red Bull Racing. Prenez un shot à chaque fois que je dis Red Bull Racing. Bon, c'est un move colossal, une promesse de McLaren de bombarder team principal, mais pour l'instant apparemment bras droit de Stella. C'est un énième cadre, un énième artisan de la seconde ère Red Bull Racing qui met les goals. Après Fallows, Marshall, Whitley, Newey, Horner, Marco, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est plus Red Bull Racing, c'est le bateau de TZ Racing en fait. J'ai fait une vanne un peu éduquée. Je suis fatigué. On sent qu'on arrive à la fin d'un chapitre. Moi, c'est quelque chose qui me parle très personnellement. Genre, j'ai l'impression de vivre un truc pas dissimilaire ces derniers temps. Il est clair que perdre Giampiero va avoir un impact long terme, notamment sur les décisions de Verstappen. Un Verstappen qui parle même plus à demi-mot de retraite, hein. Il parle à mot et demi de retraite. Et d'ailleurs, si je parle de ça comme la majorité des médias actuels, hein, je vais vous dire que c'est de mauvais augure pour conserver Max. Je vais vous dire que s'il se barre, un enjeu que Max a déjà dit, s'il se barre, moi aussi je me barre, ça sous-entend sûrement qu'il part aussi, hein, qui va pas aller au bout de son contrat et qu'en 2027 il sera agent libre et qu'il va peut-être faire du WEC et du GT. Il y a beaucoup de gens, quand ils parlent de sport, ils aiment bien se concentrer sur les facteurs durs, la perf, le chrono, les finances, mais ils oublient trop souvent les soft factors. C'est des trucs perso qui sont tout aussi, voire même plus importants. Peu importe les sommes de fric en jeu, hein, un déménagement pour le travail, comme quand je parlais de Whitley qui part en Suisse, c'est compliqué à vivre parce que tu pars pas avec tous les tiens, parce que les tiens, ils ont leur vie et c'est pas juste de leur imposer de changer de vie parce que toi, tu travailles ailleurs. Il y en a quelques-uns parmi vous qui êtes rentrés en mode lutte des classes quand j'avais parlé de ça, parce que Whitley qui se barre chez Audi, il doit être bien content de déménager vu le fric qu'il fait. Non, non, ça aide à atténuer, c'est sûr, mais genre, vivre loin des siens et de sa culture en échange d'une somme d'argent, si grosse soit-elle, ça reste un poids. Et pour en revenir à mon point initial, je pense qu'en fait, les gens prennent ça à l'envers. Je pense pas que GP qui se barre soit de mauvais augure pour conserver Max. Je pense que Max a déjà pris sa décision et GP qui se barre, c'est juste la confirmation de ça. Je pense aussi que les gens minimisent un peu trop l'impact que ça va avoir sur Red Bull. L'efficience de l'équipe, elle a pris tarif à fur et à mesure que le personnel clé disparaît. Ça va pas s'améliorer, Red Bull est en déclin et le déclin va pas subitement s'arrêter. Il y a ceci dit peut-être quelque chose de positif à en tirer. S'il y a un moment pour une restructuration, pour faire table rase, c'est maintenant. Si j'ai raison, ça veut dire que l'an prochain, le duo Red Bull, ce serait Ajar Lawson ou Ajar Tsunoda. Soit deux pilotes qui demandent pas du tout les mêmes choses de la voiture que la machine à gagner qui actuellement arrive pas à gagner parce que la voiture elle a des problèmes de sous-virage à mi-virage. Sous-virage à mi-virage. Oh là là. La voiture est mal née. Voilà. C'est ça leur problème en piste actuellement, c'est le poids. Et peut-être que ce qui découle de ce problème de poids, c'est qu'à mi-virage, la voiture sous-vire. C'est peut-être aussi le bon moment pour embaucher à la technique. Peut-être aussi le moment de voir si Waché peut redresser la barre, quitte à agir s'il peut pas redresser la barre. Qu'il le veuille ou pas, pour Red Bull, c'est une nouvelle ère maintenant. Et j'ai peur que s'ils s'entêtent à recapturer le passé ou à rester dans ce dernier, ils vont pas évoluer et le collapse va être indéfinissable. Embrassez la nouveauté. Ayez pas peur de casser ce que vous avez. Parce que là, vous avez pas grand-chose. Et c'est déjà en train de s'effriter. Et peut-être que je parle pas à Red Bull. Quoi qu'il en soit, ce sera très intéressant à suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Garage Talk interminable et chiant jusqu'au bout. Je suis Clippy Clip, vous me suivez absolument partout sauf dans la rue. On est sur Twitch, on est sur Instagram où on fait des stories pour dire qu'on joue à des jeux sur Twitch. Là en ce moment, en début de semaine, on fait Metal Gear Solid Delta et en fin de semaine, on fait du vroom vroom quand on stream, hein, parce que bon là il y a eu des interruptions. C'est compliqué, c'est une période de déménagement. Pour ça qu'il n'y a plus rien là. J'attends d'avoir fini de travailler pour vider ça parce que c'est un peu à la fin quand même ça. Le code Oli Energy, il y a des gants Sync Mesh aussi dans la description si ça vous branche, les codes affiliés 3D Rap, bref, plein de trucs pour soutenir la chaîne. Abonne-toi, mets la cloche, bref, c'est Clippy Clip, bisous.